So, good morning. Le président. Bonjour. Monsieur le greffier d'audience, pourriez-vous citer le numéro de l'affaire? Greffier d'audience, merci, monsieur le président. Bonjour, monsieur le président, mesdames et messieurs les juges. Bonjour à tout le monde. Dans le prétoire et en dehors du prétoire, il s'agit de l'affaire numéro IT 05 88 D, le procureur contre Popovic et consort. Président, merci. Je vois que tous les accusés sont là. Pour ce qui est de l'accusation, je ne vois que monsieur McCloskey pour le moment et pour ce qui est des équipes de la défense, je vois que tous les conseils sont présents. Donc, la situation reste inchangée. Jusqu'au hier, tout le monde est présent. L'accusation a déjà donc utilisé 6 heures et 50 minutes, juste pour vous informer là-dessus, mais je suis certain que vous êtes au courant de cela. Nous pouvons commencer, à moins qu'il n'y ait des questions préliminaires, mais je ne pense pas que cela soit le cas. Monsieur McCloskey, bonjour Monsieur le Président, bonjour à tout le monde dans le prétoire. Je voudrais avec une présentation relativement courte ce matin et je veux commencer à faire des commentaires pour ce qui est de Borovchanin comme conformément à des instructions de la Chambre. D'abord, pour ce qui est de leur mémoire en clôture, je l'ai lu et je trouve que tout a été présenté en détail et bien écrit, mais pour ce qui est des fondements, il y a beaucoup de conclusions qui ne sont pas raisonnables, qui sont erronées. Il y a des analyses qui sont erronées pour ce qui est de la cause de l'accusation. Nous sommes absolument, comme cela était toujours le cas, pour la thèse juridique, à savoir s'il y a deux interprétations raisonnables des moyens de preuve, une interprétation en faveur de la défense et une interprétation en faveur de l'accusation. La Chambre, bien sûr, doit pencher vers la version en faveur de la défense. Mais lorsque vous regardez ce mémoire en clôture, il faut d'abord examiner très attentivement leur analyse et leurs sources, parce que les sources ne sont pas raisonnables. C'est bien articulé, c'est intelligible, mais ce n'est pas raisonnable. Je ne peux pas en parler de toutes ces sources, mais je vais en parler. Je vais parler de quelques-unes de ces sources. D'abord, voilà un exemple. Il critique l'accusation pour ce qui est des déclarations liminaires. Je m'excuse pour ce qui est du mémoire en clôture de l'accusation, parce que dans ce mémoire en clôture, ils disent qu'il a été dit que Borovchanin était à Potocari le 13 au début de l'après-midi, 3 heures. À 3h30 de l'après-midi ou vers le milieu de l'après-midi, et ils disent la chose suivante par rapport à cela, la page 60 au paragraphe 90. Et maintenant, je dois dire que j'ai reçu un corrigendum de cela hier soir. Madame Stuart vient de me dire cela et j'espère que cela ne figure plus dans leur mémoire en clôture, mais ils ont dit la chose suivante, je cite: l'accusation avance de façon erronée dans leur mémoire préalable au procès que la visite à Potocari s'est déroulée au début de l'après-midi le 13 juillet, et ils citent les vidéos de Petrovic en tant que source pour cette allégation. Cela a peut-être l'air d'une erreur mineure pour ce qui est des faits, mais il serait tout à fait naïf de ne pas considérer cela comme étant, comme faisant partie d'un modèle de présentation des choses, des déclarations erronées qui ont pour le but de créer une fausse impression. L'accusation, ils disent que l'accusation a donc altéré les faits de façon délibérée pour les présenter à la chambre de première instance pour créer une fausse impression. Et moi, je appellerais cela situation d'exubérance exagérée, démesurée. Et c'est seulement un exemple pour ce qui est de mes déclarations liminaires, c'est-à-dire tourner les choses de façon
que cela donne une fausse impression, ce que je n'ai jamais eu l'intention de dire et de présenter. Ils vous disent que cela fait partie de ce modèle de présentation de choses. Un autre exemple, paragraphe 163, ils disent que nous avons retiré deux témoins qui devaient témoigner par rapport à Shekovici. Et ensuite, ils contestent nos motifs pour faire cela et ils soutiennent que nos raisons pour lesquelles nous avons fait cela sont douteuses. Et ensuite, ils disent, je cite, la stratégie délibérée de l'accusation de ne pas citer à la barre des témoins oculaires directs ne devrait pas être pardonnée de façon légère, à la légère. Et la question qui se pose, c'est pourquoi l'accusation aurait fait cela? Quel est l'avantage tactique qu'ils espèrent avoir en procédant cela? Quel aspect de leur témoignage aurait pu être montré comme étant de nature d'exculper et que cela donc aurait pu avoir un poids important pour ce qui est de s'incriminer de la part de ces témoins. Est-ce qu'il est donc sûr de tirer des conclusions pour ce qui est des indices, en sachant que l'accusation a choisi délibérément de ne pas citer à la barre des témoins oculaires, paragraphe 164. Regardez ce que nous avons communiqué par rapport à cela le 3 janvier 2009 et le 16 février 2009. Ces témoins sont sous l'autorité de la Cour d'État, sous la juridiction de la Cour d'État, et ils n'ont pas renoncé à leur droit à rester silencieux, à garder silence. Ils ont été inculpés d'abord et après acquittés. M. Tailler et M. Van der Poel et moi-même, nous avons donc exercé le droit aux États-Unis d'après les règles de nos États, à savoir du district de Colombie. Et selon ces règlements, d'après ces règlements, il ne nous est pas permis d'utiliser donc la force du procès pour appeler quelqu'un en tant que témoin qui risquerait de se voir privé de liberté. C'est pour cela que je suggère que cela fait partie de notre thèse, de notre pratique, que nous appliquons cela, et j'espère que nous n'allons pas voir cela dans le réquisitoire plaidoirie parce que ce n'est pas raisonnable du tout, ce n'est pas censé, mais nous pouvons donc nous occuper de cela. Cela veut dire que le raisonnement est un peu plus que la crédibilité. Regardons la façon à laquelle ils ont analysé le témoignage de deux témoins qui ont témoigné de l'entrepôt à Kravitsa. Et tout simplement, d'une façon qui n'est pas honnête, ils ne présentent pas le point. Il ne s'agit pas seulement de l'accusation. À 3 reprises, dans leur mémoire en clôture au paragraphe 89, 186, ils disent quelque chose comme dans ce sens-là, à savoir que Borovchanin était à Potocari après 3h30 d'après-midi, que l'évacuation avait été déjà fini, et c'est dans ces différents paragraphes qu'il répète cela dans la pièce P02986, et cela peut être affiché sur l'écran, et je vais revenir à ce passage au moment où la vidéo serait présentée de Petrovic, et comme nous le savons, Borovcha était là-bas, et il y a une queue énorme d'hommes séparés à côté d'une queue énorme d'autocars. Il n'était peut-être pas là-bas pendant longtemps, selon ses propres paroles, il était peut-être là-bas une demi-heure, 30 minutes, mais cela, on peut voir, il est là-bas pendant cette période-là, mais pendant la période critique du temps où l'évacuation n'a toujours pas été finie. Ils ont donc présenté cela en se basant sur la déclaration de Van Dinen qui a dit quelque chose, parce que d'un grand groupe de personnes qui n'étaient plus là, mais vous allez vous souvenir d'un groupe de 20 000, 30 000 personnes qu'on peut voir sur les photos, c'est vrai, mais il y a toujours beaucoup de travail à être exécuté, mais cette déclaration n'est pas raisonnable, n'est pas censée, à savoir dire que l'évacuation avait été déjà finie. Il était là-bas pendant cette période critique, clé, pendant la séparation des hommes, pendant toute cette erreur. Et c'était toujours en cours, cette évacuation. Nous pouvons donc regarder cela brièvement. Nous pouvons revenir au dialogue public. Le président, oui, M. McCloskey. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des
Modification importante par rapport à la déclaration de M. Boranchanin, et je suis certain que vous avez parcouru attentivement les déclarations qu'il m'avait communiquées. Il s'agit de deux déclarations différentes qui ont été communiquées avec un laps de temps de plusieurs jours. Il s'agit d'un officier de la police qui est très compétent commandant qui donc qui y a été impliqué après une préparation et il n'a pas été donc soudainement on n'a pas confié cette mission de façon soudaine dans une pièce d'interrogatoire et dans cette version en fait il a été exonéré de sa responsabilité militaire et c'était comme suit. Il a appris, en fait, le gendarme Mladic lui a ordonné au début de l'après-midi du 13 juillet, je m'excuse, du 12 juillet. Et je pense que c'était juste avant que quoi que ce soit passé. Pour ce qui est du transport des gens à bord des autocars. Donc, on lui a ordonné de prendre ses unités à Zvornik. Non dans la direction de Zvornik, mais à Zvornik. C'est ce qu'il m'a dit pendant notre entretien. À Zvornik, je lui ai posé la question où à Zvornik et il m'a dit au QG de la brigade de Zvornik. Et vous pouvez voir, comme cela a été cité dans notre mémoire en clôture, que j'ai été donc surpris, étonné stupéfait par cela, parce que je savais que ces unités avaient été déployées le long de la route. Et nous avons donc eu la première version publique de la vidéo de Petrovic à ce moment-là pendant longtemps, et je savais que ce moment critique, que le moment critique ou crucial pour ce qui est de la journée du 12 juillet était cette route non pas Zvornik, mais il a continué donc à avancer cette version et bien sûr il a donc accepté le fait qu'il s'est trouvé le long de la route le 13 et ensuite il nous a présenté l'histoire selon laquelle il donc se déplaçait sur cette route, il faisait déjà nuit, bien que, c'est ce qu'il a dit, il était trop dangereux pour ses unités, pour les Praga, pour les chars, d'aller à Zvornik, parce qu'ils ont envoyé les femmes et les enfants de se déplacer le long de cette route pendant toute la journée. Et la partie dangereuse, la portion dangereuse de leur route était entre Konjevic-Polje et la rivière Trinjachap, donc pendant quelques kilomètres, que l'armée de Borodjani ne pouvait pas contrôler. Il s'agit d'un commentaire absurde. Ensuite, il a expliqué qu'il a été coincé sur la route où il est resté. Ensuite, il a dit qu'il avait reçu des ordres du MUP, donc il était sous le commandement du MUP. Ensuite, je lui ai demandé s'il était sous le commandement de l'armée. Il m'a dit que non, donc il n'était plus sous le commandement de l'armée. Non, non, et il a dit non, je suis là-bas pour des raisons de combat. Donc, il a été coincé dans cette situation. Cela ne fait aucun sens. Pourtant, il a dit qu'il était à Zvornik avec des ordres et il a dit qu'il a laissé Dushkoyevich et d'autres unités derrière lui, que ces unités n'étaient plus sous son commandement et par conséquent qu'il n'avait rien avec l'armée et donc il a dit qu'il s'est trouvé coincé sur une portion de la route. C'est sa défense, c'est ce qui donc est peut-être a été dit de façon plus articulée dans notre mémoire. Et ensuite, dans le mémoire, cette thèse a été complètement abandonnée et il répète ce qu'on peut voir dans ses rapports à ce point, à savoir que Mladic lui a ordonné de prendre d'emprunter cette route et d'amener ses troupes, bien qu'il n'y a pas de moyen de preuve qui corroborerait cela et que tout ce qu'il a dit était des mensonges, oui, c'est évident. Et maintenant, ils sont d'accord pour dire cela, à moins que, et c'est ce que nous allons voir plus tard, à moins qu'il ne s'agisse pas du fait qu'il était trop dangereux d'aller à Zvornik, qu'ils étaient bloqués, etc., etc. Mais je ne pense pas que cela soit vrai. Il s'agit d'une modification radicale. Ils ont essayé de rendre cette histoire plus raisonnable. En même temps, donc l'histoire a complètement changé. Oui, il donne des ordres à Dushkoyevich.
de prendre part à l'évacuation. Et si vous vous rappelez, mon entretien, il n'a voulu rien avoir avec Dushkoyevich après qu'il quitte Potocari. Dushkoyevich, donc il travaille, il collabore avec Momir Nikolic. Je n'ai plus rien avec eux. Donc c'est cela qui a changé après le témoignage. Dans cette affaire, c'est quelque chose qui est incontestable, donc il n'y a pas de raison pour prononcer des mensonges et il n'y a plus d'indices pour ce qui est des ordres qu'il a donné à Dushkoyevich et pour ce qui est du commandement également. Il est resté dans la zone de Bratunac le 13 le 14, ainsi que Dushkoyevich, les deux se trouvaient à Potocari, ainsi que ses unités le long de la route. Et il ne se pose pas du tout la question pour savoir s'il commandait Dushkoyevich et ses unités, donc il les contrôlait. Ils ont donc avancé une allégation stupéfiante que ce que M. Borochan ne m'a jamais dit en tant que homme de l'armée. Je ne peux pas l'imaginer essayant de me dire cela parce qu'il donnait des ordres, il était présent dans la zone, mais il n'effectue pas le commandement et le contrôle sur cette unité. Cela n'a aucun sens parce que cela aurait enfreiné les règlements, le droit, le sens commun. C'est complètement insensé. Nous le voyons à Potocari le 13 au moment où toutes ces horreurs ont eu lieu. Et ces commandants sont sur le terrain en train de séparer les gens. Et de la même façon, lors de cet entretien, au moment où nous avons commencé à parler de la route, nous avons vu la vidéo et on posait des questions pour savoir qui étaient ces hommes. Et il a dit, ah oui, ce sont les gens de Milan Lukic, ces gens qui ont capturé les hommes. C'est l'armée qui ont pris les hommes et qui les gardait. Et mes hommes étaient sur la route, mais nous n'avons pas été du tout impliqués à tout cela. Et ensuite, il dit un commentaire, je ne peux pas expliquer la possibilité que l'un ou deux de mes hommes ont été impliqués, mais il ne veut avoir absolument aucun lien pour ce qui est de la capture ou de la détention de ces hommes et de la coordination de tout cela. Et c'est tout à fait clair. Au paragraphe 166 de leur mémoire en clôture, ils admettent que ces hommes ont pris part à la capture et à la détention de ces hommes, et même ils disent que son commandant ou l'un de ses commandants ou commandirs a coordonné les activités avec Momir Nikolic, qui également déambulait le long de la route ce jour-là pour coordonner la détention et la capture de ces hommes. Donc il y avait donc un autre changement crucial lorsque on regarde de façon raisonnable tous les moyens de preuve et les parties significatives de la déclaration de leurs clients. Il s'agit d'une tentative de rendre toute cette chose plus raisonnable, lui donner plus de sens. Bien sûr, on se pose la question comment cela influe tout cela. Cela rend toute cette histoire moins crédible. Et nous allons donc en parler un peu plus tard. Nous allons parler de la version selon laquelle un soldat musulman a pris une arme et tiré sur un membre du MUP serbe. Les Serbes lui ont arraché l'arme et lui ont brûlé les mains. Et ensuite, ils ont tiré. Et nous sommes d'accord pour dire que cela s'est passé. Et il y a des moyens de preuve, des dossiers médicaux qui prouvent cela. Borovchanin dit, et c'est sa version, que après que Stupar en a informé, il a dit que Mila Lukic et les hommes de Mila Lukic ont commis des meurtres en masse. Il n'y a pas de... ils ne disent pas qu'il y avait une tentative de fuite légitime dont ils parlent dans leur mémoire en clôture.
Et cela ne coïncide pas. Une personne dans ce prétoire qui sait ce qui s'était passé cette nuit-là à l'entrepôt de Kravica et Lyubisha Borovchanin, parce qu'il a eu l'occasion de me parler de cela ou de nous parler de cela. Mais non, il y avait donc eu une tentative légitime de fuite. Il aurait donc pu me dire cela, il aurait dû me dire cela, mais maintenant l'histoire complète a changé et je vais parler des éléments qui étayent cette histoire un peu plus tard. Et permettez-moi maintenant de aborder quelques conclusions avancées par la défense. C'est à la page 23, paragraphe 41. Ils disent, je cite, même si Borovchanin a utilisé de façon inappropriée la contrainte, il a fait référence à Potocari. Cette façon à laquelle il aurait pu procéder à ce stade des événements a été d'apaiser la situation humanitaire, d'améliorer. Permettez-moi de vous dire quelles étaient les possibilités, parce que cela est important, et cela est important parce que je suis certain que pendant nos vies, nous allons voir les unités internationales dans la même situation. Encore une fois, nous allons voir les réfugiés qui affluent les conventions de Genève. Leurs dispositions sont tout à fait claires là-dessus. Lorsque vous savez qu'un crime va se produire et il donc devait le savoir, savoir quelles étaient les intentions de ces gens, il n'aurait pas dû y être impliqué. Lorsqu'il a entendu qu'une attaque se préparait contre l'enclave, il aurait dû ne pas y être impliqué. Et nous allons donc toujours dit qu'une partie de cette attaque avait un aspect légitime et laissons-lui la possibilité, le bénéfice du doute. Et concentrons-nous sur la population et sur la menace de chasser la population. Il a pris part à tout cela. Il a contrôlé la situation ensemble avec la VRS à Potocari, mais il avait toujours le temps pour ne pas le faire. Mais il n'a rien fait. Il aurait pu, mais il n'a rien fait. Au moment où il a appris, où il a devenu conscient de cela, où on lui a ordonné de prendre part à la séparation et au transfert forcé de la population. Et ce n'est pas la position de l'accusation qu'il devait essayer de prévenir cela. Il n'avait pas la capacité militaire de s'opposer à Mladic et à la VRS. Je ne m'attends pas à ce que cela soit le cas. Je ne pense pas que, selon les dispositions de la Convention de Genève, on pourrait s'attendre à ce que cela soit le fait. Et il aurait pu faire ce que le Comité international de la Croix-Rouge a fait à Jepa et Srebrenica et justement refuser de le faire. Mais non, il aurait pu également faire ce qui a été fait par les membres du bataillon néerlandais. Il aurait pu les aider, il aurait pu les aider à établir le couloir de sécurité. Peut-être que ces civils, que ces 9 hommes n'auraient pas être morts et la 10e personne n'aurait pas été tuée et fusillé. S'il avait aidé Diane Coster, s'il leur aurait dit clairement écoutez, moi je ne sais pas ce qui se passe, je vais vous aider, et il aurait pu dire à Van Down, il aurait pu l'appeler parce que lui, Van Down, il a dit qu'ils étaient là-bas à partir du 1er jour, à partir du 12 juillet et ensuite le 13. Il n'avait pas besoin de faire cela. Il l'a fait. En fait, il aidait matériellement, de façon importante, pas seulement au transport forcé, mais à l'évidence, de façon toute évaluation raisonnable de cela,
À la fin du 13 juillet, il devait avoir su que ces hommes allaient être tués. Et ainsi, en continuant à commander ces hommes dans ce processus de séparation, il a contribué de façon substantielle à l'opération de meurtre. Quant à suivre ces hommes, il fallait suivre ces hommes qui avaient séparé les autres. Ils sont allés à Bratunac, il les laisse à Bratunac, il ne les protège pas à aucun moment, même s'il sait que l'opération de meurtre va avoir lieu le 13 après Kravitsa. Aurait-il eu désormais les soldats? Bien, nous n'avons pas la moindre idée. Il s'agissait des armées des soldats néerlandais dans un combat armé, situation alors qu'ils approchaient, mais à partir du moment où ils se trouvent à l'intérieur des limites du secteur autour de Potocari et que les soldats néerlandais essayent de protéger ces masses, et il n'y a aucune menace à l'égard des forces serbes, c'est la seule véritable raison pour laquelle les Serbes sont en train de mettre à mal les Néerlandais, c'est de faire en sorte que leur tâche de séparation et de transfert forcé soit plus facile. C'est ça le problème. Ça n'est pas de prendre leurs armes à la suite d'un assaut. Il n'y a pas de désaccord majeur sur ce point. On aurait pu suivre toute la chaîne. Goran Saric, son commandement, il est dit qu'il allait continuer, et il a rendu compte, il aurait été voir Tomislav Kovac, le ministre, l'assistant ministre, Miroslav Deronjic, il aurait pu aller voir Deronjic, qui avait une liaison à l'époque avec Karadzic. Deronjic a reconnu qu'il n'y avait pas de sélection en cours, et que tout ceci, c'était simplement le fait de s'emparer des hommes en masse, des hommes âgés, des garçons, des hommes en âge de porter des armes, sans aucune sélection pour déterminer si oui ou non il s'agissait de criminels de guerre ou de personnes qui étaient capables de porter des armes. Deronjic a même reconnu Deronjic lui-même a reconnu cela. Regardez sa déposition, il n'est pas allé voir ces personnes. Il aurait dû faire toutes ces choses en tant que commandant. Les conventions de Genève l'exigent. Ils ont posé la question. Je vous donne ma réponse. Ils disent également l'accusation n'a pas démontré que Porovchanin ait été animé par une intention autre que d'assister à l'évacuation. Maintenant, je ne vais pas rappeler la participation dans ce processus horrible auquel il était mêlé, aux séparations, mais je voudrais vous rappeler, et je voudrais que vous examiniez la question de l'intention, ces fausses déclarations qu'il m'a faites, en insistant sur le fait que Djevitch lui avait été enlevé, en insistant qu'il se bornait à rendre visite à Potocari pour s'occuper de la situation des autocars le 13. Sa déclaration mensongère disant qu'il ne savait rien des séparations. Il m'a menti à ce sujet parce qu'il sait très bien qu'il s'agit là de crimes et qu'il est mêlé, lui et ses hommes. Et ceci démontre qu'il a bien conscience de sa culpabilité. Ceci démontre l'intention. Il a également connaissance du fait que ces unités travaillent en liaison étroite avec Momir Nikolic, Radoslav Jankovic. Et bien entendu, ils le font. Ils sont en train de faire la même chose. Et rappelez-vous, nous avons un tableau très clair maintenant du fait qu'il reconnaît qu'il a pris part aux détentions et à la capture des hommes à Sandici, parce que, rappelez-vous ce qui s'est passé à Sandici, la même chose que ce qui s'est passé, qui est en cours à Potocari. Il demande aux hommes de se lever. Toute personne née après une certaine date, un certain jour, et il laisse les petits-enfants, certains d'entre eux, il les laisse de côté, et il les autorise à monter dans les cars. Donc l'unité de Borovchanin et ses hommes, nous en sommes pleinement conscients parce qu'il est là, il suit la route, font cette séparation en espèces pour ce qui est des enfants. Ils prennent les pièces d'identité, ils ne relèvent pas les noms, ils ne sont pas en train de leur donner des vivres ou des aliments, ils ne leur donnent pas de médicaments, des choses horribles sont en train de se passer. Nous voyons des gens qui sont sur des civières, rappelez-vous ce qu'on a dans les éléments de médecine légale, on a trouvé des civières à Glogova. Est-ce que vous pensez que les personnes, les musulmans qui sont
arrivé sur des civières avaient été portés depuis l'entrepôt de Kravitsa. Non, les éléments de preuve en l'espèce montrent que les tirs étaient en cours, que les meurtres avaient lieu à Sandici. Donc la même chose se passait à Potocari que ce qui se passait à Sandici. Et il est sous le commandement, enfin il commande l'ensemble, le gros de ces unités le long de la route. C'est lui qui commande une partie importante des unités de Potocari. C'est la même chose. Il essaye de se fonder sur ce chien qui veut tout simplement pas combattre, mais les officiers de sécurité commandent. Les officiers de sécurité sont les commandants. Que Momir Nikolic et Radosław Jankic commandent cette chose. Eh bien, j'espère que on peut en terminer avec cela. Je vais me lever pour les officiers de sécurité accusés sur ce point. La différence entre leur responsabilité criminelle et la responsabilité des commandants est immense. Il n'y a pratiquement aucune commune mesure. Réaction des hommes qui ordonnaient ces tueries sont des réactions viscérales. Et il ne faut pas, en fait, aggraver les choses. Pour ce qui est des officiers de sécurité, les vrais responsables sont les commandants. Bien entendu, les officiers de sécurité ont des responsabilités, mais il va toujours y avoir des personnes pour reprendre les tâches des officiers de sécurité. Les commandants sont ceux qui véritablement ont la possibilité d'arrêter cela. Mais il ne faut pas accepter donc leur argumentation. Bien, maintenant, en ce qui concerne Kravitsa, je ne veux pas montrer à nouveau cette vidéo avec les corps, mais je voudrais que vous voyiez une pièce à conviction qui est une compilation panoramique de façon à ce que vous ayez une seule image de ce qu'ont vu Borovchanin et Petrovic alors qu'ils circulaient en voiture par là. J'ai donné ceci hier à Borovchanin et Madame Stewart, si vous pouvez passer ceci à tout le monde, je pense que ce sera plus facile. Peut-être que ça ne sera pas très clair, mais par rapport à la vidéo, je préférais quand même que tout le monde puisse voir ceci. Il se peut que vous souhaitiez ou non vous référer cela à divers moments. Maintenant, dans leur mémoire et dans leur déclaration liminaire, ils ont posé quelques bonnes questions à l'accusation, des questions qui méritaient des réponses, auxquelles il fallait répondre, dont une est pourquoi, au grand pourquoi, est-ce que Borovchanin aurait pris Petkovic avec lui pour filmer Potocari le long de la route, filmant ce qu'il y avait sur la route et certainement en filmant Kravitsa. Pourquoi donc aurait-il fait une telle chose s'il faisait en fait partie de cette opération? Eh bien, l'une des réponses est très simple. Il a reçu, comme il me l'a dit, un ordre écrit. Le président, le juge Kwon soulève un point important. Avez-vous donné un exemplaire à l'accusé? Monsieur McCloskey, je suppose que les conseils de la défense l'ont fait, mais nous avons des exemplaires aussi pour l'accusé. Monsieur Gorsnell, il a une copie, Monsieur le Président, Monsieur McCloskey, mais tous les accusés devraient en avoir une, en l'occurrence. Le Président, bien, merci. Le juge Kwon. Vous pouvez poursuivre, Monsieur McCloskey. Bon, je vous remercie. Donc la question est de savoir pourquoi le journaliste? Eh bien, il m'a dit au cours de l'interview, page 51 et 52, qu'il avait reçu un ordre écrit de Goran Saric d'amener Petrovic avec lui. Et il y a une raison, c'est qu'il suit les ordres. Il obéit aux ordres. Et également, nous savons, d'après ce qu'il a fait le 12, devant les caméras, son numéro devant les caméras, la propagande était très importante pour la cause serbe.
Ils avaient besoin d'avoir des héros. Ils avaient besoin de pouvoir rendre compte qu'il y avait des hommes en uniforme qui faisaient leur travail pour la cause. Et donc, ils avaient besoin de journalistes en qui ils pouvaient avoir confiance pour filmer, des journalistes en qui ils pouvaient avoir confiance, qui ensuite pourraient les présenter. Et il s'agit du fait qu'ils ont fait confiance aux journalistes qu'il ne fallait pas. Ils les ont mal choisis parce que, comme nous l'avons vu, même avant que Petrovitch ne soit impliqué, Borovchanin est en train d'offrir des cigarettes aux enfants, mais nous voyons également les hommes musulmans pétrifiés à l'arrière, et ceci fait partie d'une manifestation d'arrogance, de stupidité, ainsi que d'un effort de propagande. Les gens qui commettent des crimes font des erreurs. Ceci, c'était une erreur stupide de leur part de faire cela, comme il le comprend pleinement maintenant. Parce que pourquoi l'aurait-il emmené, n'aurait-il pas fait quelque chose par rapport aux tueries qui ont eu lieu effectivement à Kravitsa? Eh bien, vous avez donc vos hommes qui se font tirer dessus, qui sont tués par un musulman soudain, et lorsque vos hommes sont censés être en train de procéder aux exécutions, à ce moment-là, vous oubliez exactement ce qui se passe et vous vous précipitez pour vous occuper du problème, et vous avez cette personne à qui vous avez confiance qui est là pour s'occuper des problèmes qui pourraient se poser. Eh bien, il y a eu beaucoup il y a toute la partie de l'édition du film, et il y a là 24 secondes de film qui ont été faites, qui ont été filmées, et à la fin, si vous regardez la déposition de Thomas sur ce point, il y a en fait 24 secondes de blackout et d'autres éléments qui sont présentés, notamment le passage après l'autocar et le fait qu'il reste assez peu de place, puis il y a une coupure entre 22 et 24 secondes, et quelque chose comme j'attends l'appel téléphonique, et voilà ce qu'on a. Donc la deuxième bonne question, c'était pourquoi est-ce que Borovchanin, s'il était coupable, aurait-il apporté le film de Petrovitch au bureau du procureur? Cette séquence a été présentée au studio B. Eh bien, la réponse est la suivante. Ceci faisait partie d'une stratégie générale. Il pariait que nous finirions par avoir ce film. Il avait été montré en public à la télévision, et vous pouvez voir la publicité pour un concert des Rolling Stones qui s'y trouve. Et c'était la meilleure des stratégies de nous l'apporter et de pouvoir à ce moment-là présenter sa vérité à ce sujet. Mais pourquoi ne nous dit-il pas qu'en fait c'est une tentative pour échapper, une tentative légitime pour échapper, et qu'il fallait qu'il calme ses hommes? Nous savons que c'était ces hommes qui y participaient, étant donné ce que nous savons de l'armée des autres. Ces hommes étaient là, son officier était là. Il y a là des oui-dire qui sont très fiables en espèces. Stopar, le 15 juillet, a dit au groupe, lors de la réunion de l'affaire de la main brûlée, a dit à ces hommes, le MUP et l'armée également ont riposté en tirant et en tuant tout le monde. C'est du oui-dire très fiable, ainsi que des éléments de preuve de deuxième main et d'autres que nous avons exposés dans notre mémoire. Nous ne rejetons pas le fait que l'armée était là. Quant à savoir s'il y avait un béret rouge, une unité spéciale ou d'autres bérets rouges, les bérets rouges sont une unité disciplinée de la brigade de Bratunac, et on se serait attendu à ce qu'ils soient là aux exécutions. Donc ceci faisait partie d'une stratégie. Et finalement, en fin de compte, comme nous l'avons dit, ce qui se manifeste dans cette première déclaration fait partie de cette stratégie, c'était d'essayer d'y donner davantage de sens. C'est un effort poursuivi, un effort continu du point de vue stratégique pour essayer d'éviter que l'on croit à sa responsabilité. Donc, j'ai brièvement parlé de M. Borovchanin et du contrôle qu'il exerçait sur la route le 13. Ceci est dans le mémoire. Je pense que c'est bien clair. Oui, il y aura
certaines personnes appartenant à l'armée à l'entrepôt de Kravitsa. Nous ne trouvons pas de soldats à Sandichi ou le long de la route, et les documents indiquent qu'il s'agit d'une opération du MOUP. Borovchanin, ses chars, ses deux anti-aériens, sa section de mortiers, ses soldats de différentes compagnies sont ceux qui sont là et qui exercent un contrôle. Ce sont eux qui ont le pouvoir pour ce qui est de faire le bien ou le mal. C'est au paragraphe 189 où la défense reconnaît que Kotelitch aurait coordonné avec Milomir Nikolic le bouclage de la route. Ceci aussi nous permettrait d'en déduire que Momir Nikolic coordonnait avec les gens de Borovchanin également, et pas seulement le MOUP à Konievitch-Polier, qui, bien entendu, serait en communication étroite avec les unités de Borovchanin. Et rappelez-vous, l'après-midi du 13, au fur et à mesure que nous nous rapprochons de la situation qui a existé à l'entrepôt, là où quand Mladic et ses officiers supérieurs se trouvent dans le pré de Sandichi, et pour la première fois voient véritablement le très grand nombre de prisonniers qui s'y trouvent. Et après cela, après une exécution organisée, la rivière Jadar, un quart et un peloton d'exécution qui a été utilisé, ou pour ce qui est de la vallée de Cherska, il est vraisemblable que ça a commencé le 13 avec 3 quarts, une pelleteuse, et je suis sûr que des ordres sont arrivés environ à ce moment-là que ces hommes devaient être tués, et il y avait là cet entrepôt qui se trouvait juste là, et ils s'en sont rendus compte. Puis nous avons Borovchanin qui exerce donc le contrôle sur la route, nous le voyons exercer la coordination avec l'armée. Nous avons Mladic et ce groupe qui passe par là, qui traverse par là, et nous pouvons définitivement, je pense, en inférer qu'il a donné des ordres. Voyons voir jusqu'où nous pouvons porter cette déduction. Il faut que l'on regarde évidemment tous les éléments concernant ce qui s'est passé la veille pour pouvoir faire cette déduction. Comme vous le savez, Petrovitch a donc fait cette vidéo, et nous avons des petits morceaux des conversations radio que Borovchanin a eues avec ses hommes, et l'une d'entre elles est de stopper la circulation le long de la route. Maintenant, si vous appréciez cela, et c'est comme si vous regardez parfois des tampons, des timbres avec la défense, vous pouvez dire par exemple qu'il y a un tampon qui apparaît à 1649, je pense, et ensuite peu de temps après cela, il y a l'ordre de Koterich de boucler la route, et lorsque nous additionnons le temps du filmage pour cette vidéo et le temps de l'itinéraire et les coupures, il ne peut pas avoir donné cet ordre de boucler la route avant au moins 16h54. L'interprète demande que l'on corrige 1654 en 16h54. Donc c'est après 16h55, nous le pensons, entre 16h55 et 17h, qu'il donne l'ordre de boucler la route derrière le dos des autres. Et maintenant, nous savons ce qui s'est passé, parce que Pepic, son officier, Pepic a dit à Kuterich, son supérieur, de boucler, son subordonné, sur point d'interprète, de boucler la route, et c'est ce qu'il a fait. Nous pouvons voir donc clairement qu'il y a eu cet ordre, et nous avons vu comment ça s'était déroulé. Si vous revenez sur tout ça pour l'examiner, lorsque vous appréciez cela, vous verrez que les hommes musulmans devaient se trouver dans l'entrepôt, ou presque dans l'entrepôt, si on veut donner le bénéfice du doute, au moment où l'ordre de boucler la route a été donné. Et je vais maintenant en venir à la façon dont on peut déduire cela. C'est dans le mémoire, mais ça peut être compliqué. L'autre endroit où nous pouvons aller, pour ce qui est des horaires, nous savons pour le centre de santé de Bratunac qu'il y avait ce premier soldat qui avait été blessé. C'est l'incident
des mains brûlées, comme nous l'appelons, et il parvient au centre médical à 17h30, 5h30, et à ce moment-là, un coup de feu lui traverse le bras, ça peut être très dangereux. À la différence de la tévillon, c'est une balle qui lui traverse le bras provenant d'un fusil haute vitesse. Ça peut évidemment sectionner une artère et on peut en mourir en très peu de temps. Nous pouvons déduire cela après le moment où on s'est fait tirer dessus. Il va être emmené au centre de santé dès que possible. Et donc c'est environ 10 minutes de trajet en grande vitesse jusqu'au centre de santé. S'il vérifie du tout les choses au centre sanitaire à 5h30, cet incident où il y a eu cette blessure par balle, l'incident des mains brûlées, se serait passé 10 minutes, peut-être 15 minutes plus tôt, à 5h15 ou 5h20. Et c'est à peu près le moment où Borovchanin arrive, peu de temps après cet incident, 5h15 ou 5h20 environ, parce qu'il apprend cela immédiatement. Il est à Sandichi, d'après la vidéo, il dit qu'il est un peu plus loin, mais peu importe, il va arriver là dès que possible, et il n'y a pas moyen de l'y faire arriver en moins de 3 minutes, quelle que soit la distance à laquelle il se trouve. Donc il s'y rend peu de temps après que ça ait eu lieu, 5h15, 5h20 en gros, puis il parvient, nous voyons cela, un très grand nombre de corps sont empilés, et donc nous voyons quelque chose d'horrible. Et la route a été bouclée après 16h54, et il y a ces corps, ces cadavres, à 5h15, 5h20 environ, en très grand nombre. Maintenant, comme je l'ai dit plus tôt, je pense qu'il y a une question, je pense que c'était une question, que notre position était que les portes, telles que vous voyez, l'entrepôt, étaient ouvertes, et que de cette manière, les soldats se comportaient de manière à ce que tout le monde qui s'y trouvait soit mort. Et nous avons regardé toutes les conclusions du mémoire Borovchanin et in the back of the warehouse cast of eerily. Cette conclusion particulière qu'ils ont eue, c'est que les portes étaient fermées. Nous avons examiné cela avec beaucoup de soin et nous sommes d'accord. Vous verrez, si vous regardez avec soin, vous verrez d'autres images qui ont été prises par ces portes ouvertes et les fenêtres à l'arrière de l'entrepôt qui donnent une apparence également étrange également sur cette photo, floue, mais nous sommes d'accord que, et j'ai offert de faire un accord sur les faits, pour que l'on considère que ces portes étaient fermées, donc nous ne pouvons pas maintenant conclure aussi facilement que nous l'aurions pu plus tôt combien de personnes sont mortes. Sauf que ce groupe de 15, 20, 30 que nous voyons éparpillés le long du chemin sur un côté de cette photo, en passant d'une photo à l'autre, c'est un grand nombre. Et alors que je lis le mémoire Borovchanin, ils sont fondamentalement d'accord avec nos horaires. Ceci donc laisse peu de possibilités, peu d'espace, mais ils sont d'accord fondamentalement sur le fait que les tirs, le fait que les personnes se sont fait tirer dessus, c'était eu lieu entre 5h et 5h30. Et il est nécessaire pour leur défense, à nouveau, de dire qu'il s'agissait d'une tentative d'évasion pour s'échapper. Donc la grande question que nous avons maintenant, c'était quand vous pouvez examiner cela et entendre mon confrère, est-ce que c'est tout, est-ce que c'est simplement une tentative d'évasion, ou est-ce que c'est au contraire une exécution complète qui est en cours? Eh bien, pour répondre à cette question, il faut s'adresser aux deux survivants. Ils répondent à cette question, et c'est la raison pour laquelle, et l'équipe de Borovchanin le comprend, c'est la raison pour laquelle ils ont attaqué ce survivant, en l'occurrence,
celui qui soit du côté ouest, comme il l'appelle, du côté droit de l'entrepôt, parce que, d'après sa déposition, il est allé à l'intérieur de l'entrepôt, son groupe est le dernier groupe, de l'autre côté c'est déjà rempli avec l'autre survivant et son groupe, et les Serbes ouvrent le feu sur lui et sur ceux qui s'y trouvent, les tirs se poursuivent, ainsi de suite, jusqu'à la tombée de la nuit. Maintenant, ça n'est pas du tout une tentative d'évasion ou de s'échapper, ça n'est pas l'incident des mains brûlées. C'est une exécution organisée et systématique. Maintenant, qu'est-ce que nous avons pour étayer cela? Eh bien, pour commencer, le témoin 156, le témoin 111, qui se trouve de l'autre côté, à l'autre bout de l'entrepôt, et qui se trouve là, et brusquement, à l'extérieur de l'entrepôt, il entend des tirs d'armes automatiques, et c'est à ce moment-là l'orage éclate. Il n'est pas sûr d'où cela vient, mais il est tout près, il entend des tirs d'armes automatiques et de façon essentielle, il entend également employer des grenades à main. On n'utilise pas des grenades à main pour soigner ou calmer, pour empêcher, sans prendre l'interprète, pour empêcher une tentative d'évasion de quelqu'un qui est les mains brûlées. Lorsque vos soldats sont tous autour de vous, vous n'allez quand même pas tirer une grenade à main et l'envoyer vers un homme qui tient une arme. Donc si une grenade à main est utilisée dans la première partie de cette exécution, comme ça a été décrit par le témoin 111, c'est bien une indication significative qu'il s'agit d'une exécution organisée. Quels autres éléments de preuve avons-nous en ce qui concerne les grenades à main? Borovchanin lui-même, lors de l'interview, nous a dit que lorsqu'il a entendu à la radio que quelque chose de terrible avait eu lieu, il a entendu des détonations à l'arrière-plan. Et lorsque nous le voyons sur la vidéo de Petrovic en train de marcher d'aller et venir autour de Sandici, ceci, c'est après qu'il fait boucler la route et écoutez l'enregistrement. Vous pouvez entendre les tirs d'armes automatiques et des explosions, et ceci est peu de temps après qu'il ait fait boucler la route. Celic, serbe du MUP, qui se trouve là, voit la colonne qui passe là, il entend également, sur mon interprète, des grenades à main à ce stade. Il n'y a pas de grenades à main qui sont utilisées pour décourager une situation d'ordre mineur en ce qui concerne les mains brûlées. L'utilisation des grenades à main et d'autres armes lourdes, regardez de ce côté de l'entrepôt, c'est une indication clé et importante et significative. Je voudrais vous montrer, vous en souviendrez, que la vidéo Nicholson, qui je crois est P01575, nous avons une pièce à vous montrer, et je ne veux pas montrer l'ensemble de la vidéo à nouveau, mais j'ai un numéro de pièce qui vous montre où les grenades à main ont été laissées, où on a trouvé les manches et les cuillères des grenades tout autour de l'entrepôt. Plusieurs de ces manettes ont été trouvées à l'extérieur par rapport à des fenêtres qui se trouvaient à l'arrière. Donc il y a là encore d'autres indications qu'on a utilisé les grenades à main. Nous avons pris, en regardant ce diagramme, il y a eu un levier de grenade qui a été trouvé au bout de l'entrepôt, et puis un groupe de 6 devant une fenêtre et un autre groupe de 4 devant un secteur, devant l'autre fenêtre. At nightfall. Maintenant, j'ai probablement pas le temps
de passer soigneusement en revue la déposition du témoin 156 et du témoin 111, mais les seules différences véritables pour votre appréciation, c'est qu'après les éruptions, le témoin 156 dit que ça s'est arrêté à la tombée de la nuit, tandis que le 111 dit que ça s'est arrêté au bout d'un moment. Pardonnez-moi. Ensuite, une demi-heure plus tard, des coups de feu sont entendus de son côté. Des gens arrivent et commencent à lui tirer dessus et ceci se poursuit et se répète. Et il dit que ceci se répète de façon intermittente au cours de la nuit. Ce qui est contesté ici, c'est qu'il y a une thèse qui précise qu'une exécution organisée a commencé la nuit. Ceci est basé sur leur appréciation. Il y a quelqu'un qui dit que l'exécution s'est produite à côté de lui au moment où la nuit tombait, vers 8h30 ou 9h, parce qu'il y a quelque chose qui le précise. Il essaie de comprendre ce qu'il se passe, et d'après ce qu'il sait, la nuit est en train de tomber, donc il serait 8h30 ou 9h du soir. Eh bien, si on veut admettre cette thèse, eh bien cela n'est pas raisonnable, parce que le témoin 111 dit très clairement que une demi-heure s'est écoulée entre les tirs qu'il a entendus de l'autre côté de l'entrepôt et le moment où la fusillade a eu lieu de son côté. La question lui a été posée: combien de temps s'est écoulé entre ces deux événements, entre la fusillade à l'extérieur et la fusillade qui s'est déroulée lorsque le soldat vous a tiré dessus? Réponse: je crois que dans une déclaration précédente, j'ai dit cela, mais je vais le dire à nouveau. Ceci n'est pas un problème pour moi. Et une demi-heure s'est écoulée environ entre ces deux événements. À la page 7079 à 24. Et il dit les tirs dans la pièce qui se trouvait à l'est se sont déroulés de façon intermittente. Il faisait nuit déjà, la nuit était déjà tombée et pendant la nuit, il y avait plusieurs pauses et ensuite la fusillade reprenait ou les tirs reprenaient. Donc, ils font reposer toute leur opinion sur ce sujet, sur sa conclusion, parce qu'il pensait que ceci s'est passé vers 8h30 ou 9h du soir. Vous vous êtes rendu dans cet entrepôt, vous avez essayé d'évaluer, si vous êtes vous-même dans cet entrepôt, correction l'interprète, et que vous essayez de deviner quelle heure de la journée il est lorsque vous êtes à l'intérieur de l'entrepôt qui est sombre, c'est impossible. C'est tout à fait clair que les exécutions se sont passées à une demi-heure environ après les exécutions qui étaient arrivées, qui avaient été entendues à côté de lui. Nous savons que ceci est arrivé à 5h ou 5h30 lorsqu'il y a eu cette pause. Donc leur thèse n'est pas raisonnable. Cela se fonde sur une personne qui a l'impression qu'il commence à faire nuit, pense qu'il fait peut-être nuit et qu'il critique Head's going to be ringing like unbelievably. Who knows? Critique le 156. Après que les tirs soient entendus et que les grenades à main ont été lancées, vous pouvez l'imaginer, qu'est-ce que l'on entend? Les grenades à main explosent tellement près. Il y a des tirs d'armes lourdes dont nous avons des preuves. Et il entend cela dans la tête et il pense que c'est absolument incroyable. Qui pourrait vivre une telle expérience? Il entend ce qui est en train de se passer, mais ce qu'il entend est erroné après que les tirs aient été entendus. Cela, il faut le lui admettre. Ceci ne s'applique pas au témoin 111. Parce que cela n'avait pas encore commencé. Il entend les grenades à main, il entend les tirs de fusil automatique. Pendant que cela se passe, les soldats de son côté deviennent très agités, ce qui est normal. Tout le monde deviendrait agité si vous savez que vous participez ainsi que vos collègues à une exécution en masse juste à côté de vous.
Mais si vous regardez le reste du témoignage du témoin 111, ce qu'il dit est fiable. Il dit que les gardes disent quelque chose. Et vous constatez que les personnes... Et il voit ce que les gens sont en train de faire. Et laisse entendre que les musulmans sont en train d'attaquer, et c'est pour cela qu'il y a des tirs. Donc regardez tous ces éléments. C'est une affaire à l'intérieur d'une autre affaire, et je crois que c'est quelque chose qui exige un examen très minutieux. Tous ces éléments sont contenus dans les mémoires en clôture de part et d'autre. La défense avance que cette version qui cite les témoignages de Norwich et les deux officiers du MOUP disent que les éléments de preuve indiquent que cela est arrivé le soir. Eh bien, qu'est-il arrivé après la fusillade? Borov Chanin est là, les gens se rendent au centre médical. Souvenez-vous du témoignage de Chuterich qui se rend dans le centre médical et on lui met un bandage sur les mains. Pepic, finalement, dit qu'il revient du centre médical, qu'il réouvre la route à nouveau. Ce n'est pas Kuterich qui ouvre la route à nouveau, c'est Borov Chanin qui ouvre la route à nouveau. C'est lui qui donne les ordres, bien sûr, c'est lui qui contrôle la situation. Donc, il est difficile de déterminer le laps de temps qui s'est écoulé, mais si vous regardez le moment où Kuterich se rend au centre médical, on l'ausculte à ce moment-là, il est 5h40. Et donc, dans l'intervalle de 10 minutes, dans un sens ou dans l'autre, c'est le temps qu'il lui faut pour gérer la situation. Il lui faut au moins 1 heure pour qu'on prenne soin de lui. Il revient, il ouvre la route et à ce moment-là, il y a un décalage d'1 demi-heure après quoi Borov Chanin arrive et il gère la situation des morts et des blessés. Ensuite, cela reprend, comme dit le témoin 111, celui qui est à l'intérieur de l'entrepôt. Ceci continue pendant 1 demi-heure environ, 40 minutes, et ensuite on s'occupe des 1000 personnes qui se trouvent dans l'entrepôt. Ils seront tous morts. Ils ne mourront pas tous, mais certains auront des séquelles très graves. Les portes se referment sur eux, ils souffrent. Il y a des tirs extrêmement rapides qui sont tirés dans une pièce encombrée de monde, avec 2 ou 3 personnes par mètre carré. Et il fraye son chemin à travers un nombre très important de corps. Les tirs sont constants, avec des armes automatiques, qui leur permettent de tuer et de mutiler un nombre important de personnes. D'une certaine façon, il aurait mieux fallu livrer l'endroit aux flammes. Il serait mort d'asphyxie. La mort lente, due aux blessures par balle, mourir parce que l'on perd son sang, le corps réagit encore, ça c'est plus difficile. Ceci est beaucoup plus long. Je vais vous demander de réfléchir à ça. Nous ne sommes pas experts ici. Certains d'entre nous le sommes. Mais ceci ne devait pas arriver. Cela ne devait pas durer aussi longtemps. Donc à 7 heures, nous voyons le béret rouge qui est mort. Je crois qu'il s'appelait Stajonevich. Son corps a été emmené au centre médical. Nous savons que le MOUP, au moins, devait nettoyer un petit peu les choses. Il y a du foin sur les corps qui se trouve sur le front. Et il y a le bus qui est devant. Il y a une vieille voiture qui se trouve là. Comme le dit le témoin 111, ils sont capables de nettoyer tout cet endroit. Ils ont besoin de le faire avant d'envoyer les convois. Et après 1 demi-heure, 1h30 à peu près, il y a une exécution en masse organisée. Tout ceci a été organisé à l'avance. Et c'est ce que dit Mevlut Morach et 2 autres personnes qui viennent, qui arrivent sur les lieux. Ils ne voient pas tout. Oui, il y a eu des tirs. Il y a eu des tirs intermittents pendant toute la nuit. Je suis sûre que de tuer des personnes, on les entend. Et on entend leur grognement, on voit leur tête dépasser et on voit qu'ils demandent de l'eau.
Nous avons vu cela dans toutes nous avons vu cela dans toutes les autres exécutions. À la différence près, eh bien, si on reprend le témoignage de 156, je suis sûr que la défense se penchera dessus. Il dit, lorsqu'il marche le long de la colonne, nous savons ce qui s'est passé, il se tourne vers la droite, il passe devant l'entrepôt, il n'y a pas de barrière, d'après le témoin. Ensuite, il marche entre l'autocar et l'entrepôt. Regardez l'image. Il y a un autocar, mais on ne lui a pas remis l'autocar. Il a compris tout cela avant même de voir la photographie. Ensuite, il s'est dirigé, il est entré, cela se trouve derrière l'autocar sur la photo et dans l'angle ici, dans la partie droite de la pièce, près du fleuve. Après quoi, il dit avoir baissé la tête. Soit on ne lui pose plus de questions, ou alors en ce moment-là, il ne s'en souvient plus. Mais il dit sortir par la porte par laquelle il est entré. Et M. Ruiz, lorsqu'il parle de l'entrepôt, a parlé brièvement du témoin, juste un petit peu, a dit que le témoin avait dit à M. Ruiz, lorsque M. Ruiz lui a montré l'image de cette petite pièce dans laquelle il avait été retenu. Si vous pouvez regarder cette photo, s'il vous plaît. Vous souvenez-vous, M. Stuart, Maître Stuart avait posé la question, je crois que c'est le P02-103, si je ne me trompe pas. Il s'agit de cette salle de garde dont M. Ruiz a parlé un petit peu. Il répète en fait une toute petite partie du témoignage de ce dernier. En somme, le témoin avait réussi à entrer dans cette pièce et se protéger des tirs. Bien, nous avons le témoin qui témoigne. Il dit qu'il se réfugie dans l'angle droit de la pièce. Nous avons M. Ruiz qui dit que le témoin lui a dit qu'il est entré dans cette pièce pour se protéger des tirs. Et donc, on peut raisonnablement en déduire. En déduire. Le témoin dit qu'il a franchi la porte. Finalement, il a réussi à sortir, celle que l'on voit sur la photographie. On peut à juste titre en déduire que le témoin a réussi à traverser cet endroit alors qu'il y avait des exécutions. Il a réussi à se frayer un chemin. Il essaye de sortir par la porte et réussit à entrer dans cette pièce et se cacher. Il n'a pas de récit à raconter. Ce que dira certainement la défense, je suis sûre. Et il n'y avait pas de barrière. Ceci est un élément important du mémoire en clôture lorsqu'on parle de ce témoin. Il n'y avait pas de barrière. Ce témoin a clairement dit qu'il n'y avait pas de clôture. Et ceci est important. Maître Stuart en a parlé. Je ne sais pas si vous vous souvenez de la vidéo de M. Nicholson. C'est la seule façon dont on peut voir cette clôture. Il y avait manifestement une clôture en janvier 1996 puisqu'il s'appuie dessus. Il y avait quelque chose comme des barreaux qui étaient un petit peu anciens. Et il s'agit d'une clôture qui était mince, qui aurait pu être détruite pour permettre à tous ces musulmans d'entrer dans l'entrepôt. Et on peut regarder l'image Petrovic. Il n'y a pas de clôture sur cette photographie-là. Ça, c'est lorsque le témoin s'y trouve. Et nous maintenons ce qu'a dit le témoin et nous étayons les souvenirs du témoin. C'est quelque chose que l'on peut voir très clairement sur la vidéo. Peut-être qu'on peut même faire un arrêt sur image. Voilà, c'est celui qui est le plus petit des deux. Ceci a été tourné en hiver lorsque M. Ruiz s'y trouvait pour la première fois au mois d'avril 1996. Vous voyez que c'est l'hiver, il s'agit du mois de janvier. On voit ici un cliché de la clôture. Malheureusement, il est tout à fait impossible d'en conclure d'après ces photographies si Petkovic aurait pu filmer au-dessus de cette clôture. Donc c'est la raison pour laquelle on ne la voit pas dans la vidéo. Et c'est la raison pour laquelle on ne la voit pas parce que cette clôture ne s'y trouvait pas. Quoi qu'il en soit, le témoin est fiable. On aurait pu renverser cette barrière. C'eût été impossible de faire à ces musulmans tout le tour de cette clôture. On peut simplement donner un coup de pied dedans. Donc, ces critiques ne tiennent pas la route.
Madame, Messieurs les juges, c'est un sujet fort délicat. C'est quelque chose qui va nécessiter beaucoup de patience. Vous allez devoir vérifier et vérifier à plusieurs reprises tout ce que j'ai dit. Mais comme l'a dit, vérifier à nouveau tous les propos de M. Gosnell. Mais on ne se sert pas de grenade à main pour écraser l'incident des mains brûlées. Et ces deux témoins sont fiables. Ils ont également attaqué, dans leur mémoire en clôture, la fiabilité du témoin qui parle de l'exécution des hommes qui sont restés dans le champ de Sandichi, dans la prairie. Il s'agit d'un des témoins. Pourquoi parlerait-il d'une exécution auquel aurait participé son unité? Nous avons constaté qu'il y a des hommes qui sont restés à Sandichi. Les chiffres correspondent. Il y a des hommes qui ont été retrouvés dans la fosse commune à côté. Il s'agit des mêmes personnes dont il parle, et ceci concorde. Cette exécution n'aurait pas eu lieu sans l'autorisation, la connaissance de Borov-Chanin. Borov-Chanin a cette conversation avec le général Kerstich, et plus tard ce soir-là, vers 8h40, tout se passe bien. Je lui pose des questions. Il s'écarte de la conversation et il se penche sur le mémoire. Il ment à propos de cette conversation, ce qui semble indiquer qu'il est conscient de sa culpabilité. Il commande ses troupes jusqu'au 14. Il ne va pas à Zvornik avant le 15. Et regardez ce qui s'est passé le 14. Il est en train de tout nettoyer. Ses unités sont encore là. Il doit être tenu responsable pour cela. C'est lui qui contrôle la route. En bref, c'est lui qui dispose des effectifs des hommes. C'est vrai qu'il y a différents éléments de l'armée. Ça n'a certainement pas les hommes de Milan Lukic. Vous vous souviendrez de l'écoute téléphonique. Les hommes de Milan Lukic se trouvaient à bord d'un autocar lorsque cet autocar est tombé à panne. Il n'était pas là à ce moment-là à Béhara et contrarié par cela. Et ce n'est pas Milan Lukic, ce n'est pas lui, ce n'est pas le Jesse James à qui on fait porter le blâme. S'il y avait eu les bérets rouges, ils auraient été plus nombreux. Ceci est complètement erroné. Si on parle des membres de la police, de Momir Nikolic, qui sait lorsqu'il s'agit de l'entrepôt de Kravitsa et Momir Nikolic, je n'ai aucune idée. Comme l'a dit M. Van de Puy, ceci corrobore tout ce que Momir Nikolic a dit. Momir Nikolic a dit quelque chose auquel on peut vraiment se fier. Il faisait partie de tout cela. Il était au courant de tout. Il coordonnait les activités du MOUP. Il était partout. Et ils ont reconnu qu'il travaillait avec ces hommes-là. Lorsque Borov-Chanin comprend ce qui se passe, il a besoin de le faire cesser. Il a l'occasion de le faire lorsqu'il revient à l'entrepôt, de le faire cesser. Il disposait des hommes. À l'inverse de Potocari, la veille, il disposait des hommes et de l'équipement nécessaire pour le faire cesser, mais il n'a pas fait. D'après les conventions de Genève, il devait faire cesser tout cela. Il est coupable au titre de l'article 7.1 pour ne pas avoir fait cesser cela. Bien, si je le peux, je souhaite maintenant aborder quelques remarques, commentaires à propos du général Pandurevich. Comme vous le savez, le mémoire en clôture était un mémoire très long. Et en ce qui concerne Pandurevich, de part et d'autre, il est vrai que j'ai beaucoup de critiques à faire à propos de leur mémoire en clôture, mais les arguments sont les mêmes. Les arguments qu'ils ont présentés depuis le début, depuis la barre des témoins. Et il n'y a pas de distorsion de dernière minute. Il n'y a rien de mystérieux. Et c'est quelque chose que vous avez vu. Vous m'avez entendu contre-interroger le général Pandurevich. Je n'ai pas l'intention de revoir tout ceci avec vous aujourd'hui. Cela n'est pas utile. Mais si je pouvais avoir une pause maintenant, je pourrais à ce moment-là
remettre en forme mes dernières questions sur Pandorevitch et je reprendrai après la pause. Le président, très bien, nous allons faire une pause de 25 minutes. Merci. All right, veuillez vous lever.